Mon frère affichait un sourire suffisant. Ça fait plus de 30 jours que je suis là. Légalement, tu ne peux plus m'expulser maintenant. J'ai fixé les toutes nouvelles serrures qu'il venait juste d'installer, et je lui ai répondu, tu veux jouer sur le terrain juridique? Très bien, on va jouer sur le terrain juridique. L'adrénaline pompait encore dans mes veines, même après tout ce qui venait de se passer. J'ai 31 ans, et mon frère aîné, Michael, qui en a 33, a tenté de monter la plus audacieuse des arnaques dont j'ai jamais été témoin, en essayant d'établir des droits de squatteur dans mon propre sous-sol. Et il était tellement sûr de gagner. Laissez-moi vous brosser le tableau complet, car le contexte a vraiment son importance ici. J'ai acheté ma maison il y a 3 ans, après avoir travaillé comme un forcené dans le conseil en technologie. Ce n'est rien d'extravagant, juste une modeste maison à demi-niveau de 3 chambres, dans la banlieue de l'Ohio, mais c'est chez moi. Chaque mensualité de prêt, chaque réparation, chaque amélioration, tout est sorti directement de ma poche. Le sous-sol est entièrement aménagé, d'ailleurs, avec sa propre salle de bain, une kitchenette, et une entrée indépendante. À l'origine, j'avais prévu de le louer pour me faire un peu d'argent de poche, mais je n'en avais jamais vraiment pris le temps. Michael, en revanche, a passé la dernière décennie à rebondir d'un endroit à l'autre. La maison de nos parents, les appartements de diverses petites amies, et de temps en temps, le canapé d'un pote. Il a toujours une excuse toute trouvée, l'économie, de mauvais patrons, des propriétaires injustes. Nos parents, Patricia et Robert, l'ont conforté dans cette attitude à chaque étape. La famille est de la famille, disait maman, tout en lui glissant un énième chèque. Il y a 6 semaines, Michael a débarqué à ma porte. 2 sacs de sport à la main, et son expression de chien battu habituelle. Sa dernière petite amie, Jennifer, l'avait mis à la porte, après l'avoir surpris en train d'emprunter de l'argent dans son sac à main une fois de trop. Il avait juste besoin d'un endroit où dormir, a-t-il dit, juste pour quelques jours, le temps de se retourner. Contre mon bon sens, je l'ai laissé s'installer au sous-sol. Aucun accord formel, aucune discussion sur un loyer, c'était juste un coup de main entre frères. La première semaine, tout allait bien. Il restait dans son coin, et semblait chercher du travail. À la 2e semaine, j'ai remarqué qu'il avait descendu plus d'affaires. Semaine 3, il avait installé sa console de jeu, accroché des posters, et il commençait à recevoir du courrier à mon adresse. Quand je l'ai enfin confronté, pour savoir quand il comptait partir, il a balayé la question d'un rire. « Détends-toi, petit frère », a-t-il lancé. « Je ne fais de mal à personne en restant ici. » La semaine 4, c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Je suis rentré d'un voyage d'affaires pour découvrir qu'il avait changé la serrure de l'entrée indépendante du sous-sol. Quand j'ai exigé une explication, il m'a tendu un document imprimé, un ramassis de bêtises qu'il avait trouvé sur Internet, concernant les droits des locataires et l'établissement de résidence. Il a littéralement dit, avec le plus grand sérieux, ça fait plus de 30 jours que je suis là. J'ai des droits maintenant. Si tu veux que je parte, il faudra m'expulser dans les règles, ce qui pourrait prendre des mois. La suffisance sur son visage, la certitude absolue qu'il avait trouvé une faille brillante. Il a même mentionné qu'il avait documenté son séjour, avec des selfies datés, et qu'il gardait des copies du courrier qu'il recevait. J'ai fait mes recherches, James. Tu ne peux plus me jeter dehors comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas du désespoir, ni une situation temporaire. C'était calculé, et prémédité. Il avait planifié ça depuis le premier jour, pensant pouvoir manipuler le système, et s'assurer un logement gratuit pour une durée indéterminée. Eh bien, Michael a commis 3 erreurs critiques dans son plan de génie. Premièrement, il a supposé que j'étais toujours le même gamin facile à bousculer que pendant notre enfance. Deuxièmement, il a pensé que je n'aurais pas le cran d'affronter un conflit familial. Troisièmement, et c'est le plus important, il ignorait que j'avais passé les 2 dernières années au sein du conseil syndical de ma copropriété, à gérer des situations exactement similaires. J'étais devenu très calé en droit immobilier. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, d'accord, Michael, si tu veux jouer sur le terrain juridique, on va jouer sur le terrain juridique. La confusion sur son visage valait de l'or. Il s'attendait à de la colère, peut-être à quelques menaces en l'air d'appeler papa et maman. Au lieu de cela, je suis monté à l'étage, et j'ai commencé à passer des appels. Mon premier appel fut pour mon avocat, David, spécialisé en droit immobilier.
Bien qu'il fût tard, il a décroché immédiatement. Nous étions devenus amis, grâce à ces batailles de copropriété. Je lui ai expliqué la situation, et il a carrément éclaté de rire. « Ton frère est un idiot », m'a-t-il dit sans détour. « Ce n'est pas un locataire. C'est un invité qui a abusé de ton hospitalité. Le courrier et le changement de serrure jouent en fait contre lui. Cela pourrait être considéré comme une violation de domicile, et une dégradation de biens. » David m'a expliqué mes options. Puisqu'il n'y avait aucun bail, qu'aucun loyer n'avait été payé, et que je n'avais jamais accepté aucune location, Michael n'était qu'un simple invité. La règle des 30 jours de résidence, sur laquelle il misait, ne s'appliquait pas de la manière dont il le pensait. Mais de façon encore plus importante, changer ma serrure sans permission constituait un délit de dommage aux biens. Mon deuxième appel fut pour la ligne non urgente de la police. J'ai expliqué que j'avais un intrus dans mon sous-sol, et qu'il avait changé mes serrures sans autorisation. Ils m'ont dit qu'ils enverraient quelqu'un dans l'heure. En attendant, je me suis préparé. J'ai imprimé tous les SMS échangés entre nous, montrant clairement qu'il avait demandé à squatter quelques jours. J'ai rassemblé mon acte de propriété, mes relevés de prêt, et mes factures d'énergie, tous à mon seul nom. J'ai également pris des photos de la nouvelle serrure, et j'ai documenté les modifications non autorisées qu'il avait apportées au sous-sol. Les deux agents qui sont arrivés étaient tout à fait professionnels. L'agent Thompson, le plus gradé, a écouté nos deux versions. Michael a tenté son grand discours, sur l'établissement de la résidence et les droits des locataires. Il a montré ses selfies datés, et son courrier. Il était confiant, voire condescendant, expliquant aux policiers comment fonctionnait la loi. L'agent Thompson a alors posé les questions clés. « Monsieur, avez-vous un contrat de location ?» Michael a bafouillé. « Eh bien, non, mais... » « Avez-vous payé un loyer ?» Ce n'est pas pertinent. Le propriétaire vous a-t-il donné l'autorisation de changer les serrures? L'assurance de Michael a commencé à se fissurer. J'ai des droits. Je suis ici depuis plus de 30 jours. C'est mon frère. C'est une affaire de famille. L'agent Thompson s'est tourné vers moi. Monsieur, voulez-vous que cet individu soit expulsé de votre propriété? Oui, agent, ai-je répondu le plus calmement du monde. C'était un invité, censé rester quelques jours. Il a abusé de mon hospitalité, et il a endommagé ma propriété en changeant mes serrures sans permission. Les policiers ont informé Michael que, bien qu'il ne puisse pas le déloger sur le champ en raison de la complexité de la situation, le changement des serrures était bel et bien une dégradation de biens. Ils lui ont donné deux options, partir de son plein gré ce soir-là, ou bien il déposerait un rapport pouvant mener à des poursuites pénales. Michael, soudain beaucoup moins arrogant, a bégayé qu'il avait besoin de temps pour trouver un endroit. Les agents lui ont fait comprendre qu'il pouvait prendre ce temps, mais que tout acte de malveillance entraînerait une arrestation immédiate. Ils lui ont fortement suggéré de ne pas tenter le diable. Après le départ de la police, Michael s'est retiré au sous-sol, probablement pour faire des recherches frénétiques sur Google concernant ses options. J'ai utilisé ce temps pour mettre en œuvre la phase 2 de ma riposte. David avait déjà préparé une mise en demeure officielle. Pas un avis d'expulsion classique, mais une exigence formelle de quitter les lieux, destinée à un invité. Puisque Michael n'était pas locataire, le processus d'expulsion habituel ne s'appliquait pas, mais David voulait que tout soit documenté dans les règles de l'art. Le lendemain matin, j'ai fait signifier l'avis par un huissier. L'officier de justice a frappé à la porte du sous-sol, à cette heure précise. Michael, encore en caleçon, s'est vu remettre les documents officiels, lui donnant 72 heures pour vider les lieux, sous peine d'être accusé de violation de domicile. L'expression de choc sur son visage, lorsqu'il a réalisé que j'avais engagé un véritable huissier, valait chaque centime des 75 € de frais. Mais je n'avais pas fini. Si Michael voulait jouer à la dinette dans mon sous-sol, il le ferait sans mes services publics. J'ai appelé mes fournisseurs d'énergie, et j'ai expliqué la situation. Puisque tout était à mon nom, et que j'étais le seul propriétaire, j'avais parfaitement le droit de modifier les services sur mon bien. En moins de 24 heures, j'avais fait verrouiller le disjoncteur électrique du sous-sol, couper la conduite de gaz du chauffage d'en bas, et suspendre l'alimentation en eau de la salle de bain du rez-de-chaussée. Michael a fait irruption à l'étage ce soir-là, la lampe torche de son téléphone fournissant son unique éclairage. « Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est illégal. Les propriétaires ne peuvent pas couper les charges. » J'étais prêt pour ça.
Tu as tout à fait raison, Michael. Les propriétaires ne peuvent pas couper les services d'un locataire. Heureusement que tu n'es pas locataire. Tu as rendu ça très clair quand tu as dit vouloir établir tes droits de squatteur. Les squatteurs n'ont pas droit aux services publics. Et puis, je ne les coupe pas, je refuse simplement de fournir des charges gratuites à un intrus. Il a menacé d'appeler les flics. Je l'ai encouragé à le faire. Il a menacé d'appeler nos parents. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a menacé de me poursuivre en justice. Je lui ai donné la carte de visite de David, en lui disant « Mon avocat serait ravi de discuter avec toi », des accusations de violation de domicile, et de dégradation de biens. Voilà où nous en étions. Cela faisait 36 heures que la mise en demeure avait été signifiée. Michael était toujours au sous-sol, mais je pouvais l'entendre s'agiter, et emballer ses affaires. Il avait dû aller à la station-service pour utiliser leur toilette, et recharger son téléphone dans sa voiture. Nos parents m'avaient appelé 15 fois, mais je n'avais pas décroché. Je savais que Michael leur avait servi sa version larmoyante de l'histoire. Demain, c'était le 3e jour. La date limite. David avait déjà préparé la plainte pour intrusion criminelle, au cas où. Le serrurier était programmé pour venir remplacer le barillet de la porte du sous-sol, dès que Michael serait parti. J'avais également installé des caméras de sécurité, couvrant toutes les entrées, juste au cas où il essaierait de revenir. Je sais que certains d'entre vous penseront que je suis trop dur avec ma propre famille. Mais voici le cœur du problème. Michael n'a pas commis une simple erreur, et il n'a pas non plus traversé une mauvaise passe. Il a délibérément essayé de voler ma propriété, par la manipulation de lois qu'il ne comprenait même pas totalement. Il comptait sur les liens du sang, pour le protéger des conséquences. Eh bien, il a appris que les liens familiaux ne l'emportent ni sur le droit de propriété, ni sur le droit pénal. Mise à jour, jour 4 oh mon Dieu. Les dernières 24 heures ont été absolument dingues. Je savais que Poster ici attirerait un peu l'attention, mais je ne m'attendais pas à ce que l'histoire explose à ce point. Merci à tous ceux qui m'ont offert leur soutien, et leurs conseils. Quant à ceux qui disent que je suis sans cœur, vous n'avez manifestement jamais eu affaire à un membre de famille manipulateur, qui ne vous voit que comme une ressource à exploiter. Donc, le délai de 72 heures a expiré hier, à 7 heures du matin. À 6h45, j'étais assis dans ma cuisine, avec mon ordinateur portable, les flux des caméras de sécurité ouverts, un café à la main, en train d'attendre. David était en alerte, et j'avais le numéro non urgent de la police, prêt à être composé. À 6h58, la porte du sous-sol s'est ouverte. Michael a émergé avec ses sacs de sport, avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans en l'espace de 3 jours. Pas de douche, pas rasé, et portant les mêmes vêtements que lorsque l'eau avait été coupée. Il s'est arrêté en haut des escaliers, et m'a dévisagé à travers la fenêtre de la cuisine. J'ai cru qu'il essaierait d'entrer, pour une confrontation dramatique, mais il est juste resté planté là pendant une bonne minute, avant de charger ses affaires dans sa vieille Honda Civic cabossée. Mais c'est là que ça devient intéressant. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer, une autre voiture s'est garée. Nos parents. Maman est sortie la première, papa suivant lentement derrière. Michael a immédiatement couru vers maman, et je pouvais le voir faire de grands gestes, pointant la maison du doigt, se faisant clairement passer pour la victime. Je savais que ça allait arriver. J'avais esquivé leurs appels pendant 3 jours, mais je ne pouvais pas éviter qu'ils se pointent en personne. Je suis sorti. L'enregistrement du téléphone lancé dans ma poche. Je suis dans un état où le consentement d'une seule partie suffit, donc c'était parfaitement légal. Maman a commencé tout de suite. James, comment as-tu pu faire ça à ton frère? C'est ta famille. Il est à la rue, par ta faute. Je suis resté calme. Salut maman. Salut papa. Michael est à la rue, parce qu'il a essayé de me voler ma maison, par des moyens frauduleux. Voler? Ne sois pas si dramatique. Il avait juste besoin d'un endroit où rester. Alors pourquoi a-t-il changé mes serrures? Pourquoi a-t-il essayé de réclamer des droits de squatteur? Pourquoi m'a-t-il dit que je devrais l'expulser officiellement? Papa a enfin pris la parole. Les garçons ont parfois des différends. Tu n'avais pas besoin d'impliquer la police. J'ai sorti mon téléphone, et je leur ai montré des captures d'écran des SMS de Michael à son pote Brandon. Oh, j'ai oublié de mentionner cette partie. Après la visite de la police,
Michael avait été assez stupide pour utiliser mon réseau Wi-Fi, avant que je ne change le mot de passe, pour envoyer des messages à ses copains. Il leur racontait son plan génial. Pour s'assurer un logement gratuit pendant au moins 6 mois, le temps que la procédure d'expulsion aboutisse. Il avait littéralement écrit « James est une telle chiffre molle, il va céder quand maman s'en mêlera ». Regarder mes parents lire ces messages, c'était comme observer les étapes du deuil, en temps réel. Le déni, ça doit être sorti de son contexte. La colère, tu ne devrais pas nous montrer ces messages privés. La négociation, peut-être qu'il plaisantait, tout simplement. La dépression, un long silence. Et enfin, une forme d'acceptation très étrange, où ils se sont quand même retournés contre moi. Quoi qu'il en soit, a repris maman, tu aurais pu gérer ça différemment. Où est-il censé aller? Ce n'est pas mon problème, maman. C'est un homme de 33 ans, qui a cru pouvoir escroquer son monde, pour obtenir un logement gratuit. Peut-être que si vous arrêtiez de le conforter, il trouverait un sens à sa vie. C'est là que Michael a pété les plombs. Une escroquerie? Je suis ton frère. J'avais besoin d'aide, et tu m'as traité comme un criminel. Tu es un criminel, Michael. Tu as endommagé ma propriété, et tu as tenté une fraude. La seule raison pour laquelle tu n'es pas menotté, c'est parce que je t'ai donné l'option de partir de ton plein gré. Il a fait un pas vers moi, les poings serrés. Papa lui a attrapé le bras. Michael, ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont. Pire? Comment ça pourrait être pire? Il a ruiné ma vie. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Moi, j'ai ruiné ta vie? Tu as débarqué avec un plan prémédité, pour voler ma propriété. Tu as changé mes serrures. Tu as essayé de manipuler la loi sur la location. Tout ce que j'ai fait, c'est protéger ce qui m'appartient. Maman a tenté une dernière culpabilisation. James, si tu ne l'aides pas, il devra vivre dans sa voiture. Alors il aurait peut-être dû y penser, avant d'essayer d'arnaquer son propre frère. Et d'ailleurs, où étiez-vous tous les deux, quand je travaillais 60 heures par semaine pour me payer cette maison? Ah oui. Vous donniez de l'argent à Michael. Et vous lui cherchiez des excuses pour justifier son incapacité à garder un emploi. Ça a touché une corde sensible. Le visage de papa est devenu rouge. Nous avons toujours essayé d'aider nos 2 fils. Non, papa. Vous en avez assisté un, et vous avez attendu de l'autre qu'il se débrouille tout seul. Eh bien, félicitations. J'ai très bien appris à me débrouiller, y compris contre les membres de ma famille, qui pensent avoir droit à ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Ils sont partis juste après ça. Michael démarrant sur les chapeaux de roue de manière très théâtrale, les parents suivant derrière dans leur Camry. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. J'avais tort. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel de mon oncle Christopher, le frère de mon père. Puis de ma cousine Jennifer, et ensuite de ma grand-mère. Michael et mes parents avaient lancé une vaste campagne familiale, pour diffuser leur version des faits. James a jeté son propre frère à la rue. James a choisi le matériel plutôt que la famille. James a changé, depuis qu'il gagne de l'argent. J'ai donc fait quelque chose auquel il ne s'attendait absolument pas. J'ai créé une liste de diffusion par email, incluant les 47 membres de notre famille élargie, et j'ai tout étalé. Les captures d'écran des textos de Michael sur son plan de génie, les photos des serrures changées, le rapport de police, les documents de l'huissier, tout. J'ai écrit, puisque Michael et nos parents ont décidé d'en faire une affaire de famille, voici les faits. Michael a tenté, de manière frauduleuse, de réclamer des droits de squatter chez moi. Il a changé mes serrures sans permission. Il s'est vanté auprès de ses amis de sa manipulation de la loi, pour s'assurer un logement gratuit. Il comptait sur la pression familiale, pour le laisser faire. J'ai protégé mon bien, par des voies légales. Si quelqu'un a des questions, je serai ravi d'en discuter. Mais je ne m'excuserai pas de refuser d'être la victime d'une fraude, famille ou non. Les réponses ont été mitigées, mais révélatrices. L'oncle Christopher m'a appelé directement. C'est bien fait pour lui. Michael nous fait ce genre de conneries depuis des années. Il fallait que quelqu'un lui tienne tête. Grand-mère était déçue, mais a admis que Michael n'avait que ce qu'il méritait. Plusieurs cousins ont partagé leurs propres histoires, de l'argent emprunté par Michael et jamais remboursé, ou des séjours sur leur canapé où il refusait de partir.
Mais la meilleure réponse est venue de ma cousine Sarah, avocate en Californie. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça comme un cas d'école, à la perfection. Une documentation propre, les canaux légaux adéquats, aucune justice expéditive. Michael a de la chance que tu sois son frère. Un inconnu aurait porté plainte sur le champ. À l'heure actuelle, cela fait 18 heures que Michael est parti. J'ai fait changer les serrures, 150 €, installer un système de sécurité complet, 500 €, et déposer une demande d'ordonnance d'éloignement. C'est David qui s'en occupe, car il est fasciné par l'audace de toute cette situation. Le sous-sol est déjà affiché sur des sites de location, et j'ai 3 visites programmées pour ce week-end. D'après ce que j'ai entendu par le bouche-à-oreille familial, Michael séjourne chez nos parents. Apparemment, ils le font dormir sur le canapé, au lieu de la chambre d'amis. Leur petite façon à eux de montrer leur désapprobation, tout en continuant de l'assister. Il a déjà publié un post sur Facebook, parlant de trahison familiale, et du fait de choisir l'argent avant le sang, mais la plupart des commentaires ne vont pas dans son sens. La meilleure partie ? Ce matin, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était l'ex-petite amie de Michael, Jennifer, celle qu'il avait mis à la porte. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé, par des amis communs. Son message disait, « Il a essayé de me faire le même coup. Il a changé les serrures de mon appartement pendant que j'étais au travail. J'étais trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Merci de lui avoir tenu tête. Peut-être qu'il retiendra enfin la leçon. Je suis assis ici maintenant, dans ma maison, buvant mon café, et tout est paisible. Le sous-sol est silencieux. Mes portes se verrouillent avec des clés que moi seul possède. Et quelque part de l'autre côté de la ville, mon frère de 33 ans est en train de réaliser, du moins je l'espère, que ses actes ont des conséquences. Mise à jour 2 semaines plus tard je pensais en avoir fini avec les mises à jour, mais les 2 dernières semaines ont été une véritable leçon magistrale, observer les tactiques de manipulation de quelqu'un se retourner complètement contre lui. Prenez du popcorn, car les tentatives de vengeance de Michael ont été des échecs spectaculaires. D'abord, laissez-moi clarifier la situation de l'ordonnance d'éloignement. David l'a déposée le lendemain du départ de Michael, mais elle a d'abord été refusée. Le juge a estimé que, puisque Michael avait quitté les lieux de son plein gré, et n'avait proféré aucune menace directe, une ordonnance restrictive n'était pas encore justifiée. Cependant, le juge a émis un ordre formel d'interdiction de pénétrer sur mon terrain, spécifiquement lié à ma propriété, et consigné auprès de la police locale. Si Michael pose un pied chez moi, c'est l'arrestation immédiate. Cette demi-victoire a donné des ailes à Michael. Il a cru que, puisque l'ordonnance d'éloignement avait été rejetée, il pourrait faire pression sur moi par d'autres moyens. Il avait tort. Sa première tentative a été sur les réseaux sociaux. Il a publié un long message sur Facebook, dénonçant les membres de familles toxiques, et le capitalisme qui détruit les liens familiaux. Il ne m'a pas nommé directement, mais c'était évident. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que notre cousine Sarah, l'avocate, commente avec un lien vers les lois de l'État sur la fraude, mettant en évidence les articles spécifiques concernant les fausses déclarations, en vue d'un gain financier. Elle a ajouté, une lecture très intéressante, pour quiconque a affaire à des membres de sa famille qui pensent avoir droit au bien d'autrui. Le message a été supprimé dans l'heure. Sa deuxième tentative fut financière. Il a essayé de prétendre que je lui devais de l'argent, pour les améliorations qu'il avait apportées au sous-sol. Il m'a carrément envoyé une facture de 3200 €, détaillant des choses comme un nettoyage en profondeur, des systèmes d'organisation, et des améliorations esthétiques. Je l'ai transféré à David, qui lui a renvoyé une réponse formelle, stipulant que toute modification non autorisée de ma propriété pourrait entraîner des poursuites pour dommages-intérêts. Nous avons également inclus une facture détaillée pour le remplacement de la serrure, la consommation d'énergie pendant son séjour, et les frais juridiques que j'avais engagés, pour un total de 4100 €. Il n'a pas insisté sur cette voie. Mais la troisième tentative, c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Lundi dernier, je suis rentré chez moi pour trouver un inspecteur de l'urbanisme à ma porte. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme, pour activité de location illégale, et conditions de vie insalubres dans mon sous-sol. L'agent devait inspecter les lieux. Je l'ai laissé entrer avec grand plaisir. Le sous-sol était immaculé. J'avais engagé des nettoyeurs professionnels après le départ de Michael. Il était également parfaitement aux normes, avec des fenêtres de secours adéquates,
des détecteurs de fumée, et des permis en règle pour cet espace aménagé, le tout fait par l'ancien propriétaire et dûment documenté. L'inspecteur n'a absolument rien trouvé à redire. En fait, il a complimenté l'espace, et a demandé s'il était toujours à louer. C'est là que Michael s'est planté en beauté. La plainte mentionnait spécifiquement des problèmes, que seul quelqu'un ayant vécu dans le sous-sol pouvait connaître, comme le cache d'une prise un peu lâche derrière le chauffe-eau, et une ventilation inadéquate dans le placard de rangement. L'agent m'a expliqué que les plaintes anonymes, lorsqu'elles sont aussi spécifiques et s'avèrent fausses, proviennent très souvent d'anciens occupants mécontents. Il a noté dans le dossier qu'il s'agissait très probablement d'un signalement faux et vindicatif. J'ai également appris quelque chose d'intéressant de la part de l'agent. Faire un faux signalement urbain est un délit dans notre ville, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 € et de 30 jours de prison. Si un schéma de harcèlement est établi, cela devient une infraction plus grave. Il m'a suggéré de tout documenter, et de déposer une main courante à la police si d'autres plaintes suspectes venaient à surgir. Pendant ce temps, le drame familial se poursuivait. Ma tante Linda, la sœur de ma mère, m'a appelé à l'improviste. Elle a toujours été le mouton noir de la famille. Elle a déménagé il y a des années, et gardé un contact minimal. Elle avait entendu parler de la situation par les ragots familiaux, et voulait me confier quelque chose. Ton frère m'a fait le même coup il y a 5 ans, a-t-elle raconté. Il a débarqué pour une visite le temps d'un week-end. Puis il a refusé de partir. Il a commencé à me parler des droits des locataires au bout de 2 semaines. J'ai dû menacer d'appeler les flics avant qu'ils ne finissent par décamper. Ta mère m'a supplié de ne pas en faire toute une histoire. Elle disait que Michael traversait une période difficile. J'ai gardé mes distances avec eux tous depuis lors. C'était une vraie nouvelle pour moi. Je lui ai demandé si elle accepterait de rédiger une déclaration écrite concernant son expérience. Elle a accepté tout de suite, et m'a envoyé un long email, détaillant le comportement récurrent de Michael. Elle a aussi mentionné qu'il avait fait des choses similaires à notre oncle Paul, et à un cousin au second degré au Texas. La famille avait simplement gardé le silence, pour préserver la paix. J'ai commencé à contacter d'autres membres de la famille, en privé. Les anecdotes ont afflué. Michael montait des variantes de cette arnaque depuis plus d'une décennie. De petits prêts jamais remboursés, des visites prolongées qui nécessitaient la force pour prendre fin, des voitures empruntées puis rendues abîmées. Tout le monde avait une histoire, mais personne n'avait jamais croisé les informations auparavant. J'ai tout compilé dans un document, baptisé « Le dossier Michael », et je l'ai envoyé à mes parents, avec un message simple « Voici la personne que vous soutenez depuis tout ce temps ». La réponse a été immédiate. Papa m'a appelé sur le champ, la voix tremblante. Nous ne savions pas que c'était à ce point. Si, vous le saviez, ai-je répliqué. Vous avez juste choisi de l'ignorer. Chaque fois que quelqu'un se plaignait, vous cherchiez des excuses. Chaque fois qu'il devait faire face aux conséquences, vous le tiriez d'affaire. C'est vous qui avez créé ce monstre. Il y a eu un long silence, avant qu'il ne lâche, ta mère veut le jeter à la rue. Mais vous ne le ferez pas, ai-je prédit. Non, a-t-il admis. Mais nous lui avons dit qu'il avait 30 jours, pour trouver un emploi et son propre appartement. Cette fois, on est sérieux. Bien sûr qu'ils le sont. Cependant, voici le rebondissement. Vous vous souvenez de l'annonce de location que j'avais postée? J'ai trouvé les locataires parfaits. Un jeune couple, Thomas et Emily, tous deux infirmiers à l'hôpital du coin. Des revenus stables, d'excellentes références, et ils adorent l'entrée indépendante pour leurs horaires décalés. Ils ont signé un bail d'1 an, pour 800 € par mois, ce qui couvre presque la moitié de mon prêt immobilier. J'ai publié une photo sur Instagram, de moi leur remettant les clés, avec la légende « Transformez le négatif en positif ». Bienvenue dans votre nouvelle maison, Thomas et Emily. Mesquin? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Michael l'a vu, bien sûr. D'après mon cousin, qui le suit toujours, il s'est lancé dans une diatribe contre moi, m'accusant de profiter du malheur familial. Plusieurs personnes lui ont fait remarquer que c'était ma propriété, et que j'en faisais ce que je voulais, d'autant plus qu'il avait essayé de la voler. Il les a tous bloqués. Mais la partie la plus croustillante est arrivée hier. J'ai reçu un appel de Brandon, l'ami de Michael, celui à qui il envoyait des textos sur son plan génial. Brandon voulait s'excuser.
Apparemment, Michael avait essayé de lui faire le même coup la semaine dernière. Il avait débarqué pour quelques jours, commencé à recevoir du courrier, et parler de ses droits. Brandon, ayant vu ce qui m'était arrivé, l'a immédiatement jeté dehors, et a menacé d'appeler les flics. Je croyais qu'il plaisantait, quand il m'a parlé de son plan avec toi, a dit Brandon. Je me rends compte maintenant qu'il est sérieusement dérangé. Merci de lui avoir tenu tête. Tu as probablement évité à beaucoup de gens de se faire arnaquer. À ce jour, Michael est toujours chez nos parents. D'après ce qu'on dit, il a postulé à quelques emplois, mais continue de trouver des raisons pour lesquelles ils ne lui conviennent pas. L'ultimatum de 30 jours fixé par papa et maman approche à grands pas, mais je ne retiens pas mon souffle. Ils ont déjà posé ce genre de conditions par le passé. Ce qui change cette fois, c'est que Michael n'a plus d'option. La famille connaît son petit jeu. Ses amis sont méfiants. Il s'est taillé la réputation de quelqu'un qu'il vaut mieux éviter. La belle vie touche à sa fin. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que les gens comparent enfin leurs notes, et commencent à se protéger. Dernière mise à jour, 2 mois plus tard je ne comptais plus donner de nouvelles, mais ce qui s'est passé au cours du dernier mois doit être partagé. C'est le parfait exemple de la façon dont des parents permissifs, face à un enfant adulte manipulateur, finissent enfin par atteindre leur point de rupture. La date limite de 30 jours de Michael, chez nos parents, est passée sans qu'il ne quitte les lieux. Surprenant, je sais. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel de papa à 23 heures. Sa voix était différente. Fatigué, abattu, mais aussi, d'une certaine façon, résolu. James, j'ai besoin de ton aide. Pas pour Michael, pour ta mère et moi. Il s'est avéré que Michael avait franchi un cap dans son comportement, chez eux. Il avait volé des chèques dans le sac de maman, et en avait falsifié un pour 1200 €. Lorsqu'ils l'ont confronté, il a prétendu que c'était une avance sur son héritage, et qu'il lui devait bien ça pour une vie entière de traumatismes émotionnels. Il s'était également mis à vendre des objets de leur maison sur Facebook Marketplace. Les outils de papa, les bijoux de maman, bref, tout ce qui n'était pas cloué au sol. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'ils l'ont surpris en train d'essayer de s'ajouter sur leur compte bancaire en ligne. Il avait utilisé leurs informations personnelles pour appeler la banque, se faisant passer pour papa, et tentant de s'inscrire comme utilisateur autorisé. Le service des fraudes de la banque l'a détecté, et a appelé papa directement. Nous voulons qu'il parte, a dit papa. Mais nous avons peur. Il est devenu agressif, menaçant. Ta mère ne dort plus depuis des jours. Je leur ai dit de préparer un sac, et de venir chez moi immédiatement. Ils pourraient s'installer dans le sous-sol, nouvellement loué. Mes locataires venaient tout juste de donner leur préavis, en raison d'une mutation professionnelle. Le timing était parfait. Pendant qu'ils étaient en route, j'ai appelé David. David a élaboré un plan. Puisque Michael avait commis une fraude par chèque et une usurpation d'identité, des poursuites pénales étaient absolument justifiées. Cela donnerait à mes parents des motifs suffisants, pour obtenir une ordonnance restrictive immédiate, et cela aboutirait probablement à l'arrestation de Michael. C'était rude, mais nécessaire. Mes parents sont arrivés à minuit, paraissant plus vieux que je ne les avais jamais vus. Maman avait pleuré, et les mains de papa tremblaient. C'étaient 2 personnes qui avaient passé 33 ans à chercher des excuses à leur fils, confrontés, enfin, au monstre qu'elles avaient elles-mêmes créé. Le lendemain matin, nous sommes allés au commissariat de police tous ensemble. Mes parents ont déposé plainte pour fraude par chèque, usurpation d'identité, et vol de biens. L'inspectrice, une femme pragmatique nommée officier Chen, a recueilli leurs dépositions et examiné les preuves, le chèque falsifié, le rapport de fraude de la banque, les photos des objets vendus par Michael en ligne. C'est en fait très grave, a-t-elle déclaré. La fraude par chèque à elle seule est un crime, vu le montant. L'usurpation d'identité ajoute des charges fédérales. A-t-il déjà fait ça auparavant? C'est là que j'ai sorti le dossier Michael. Les yeux de l'officier Chen se sont écarquillés, alors qu'elle lisait des années de comportements similaires. Cela établit un schéma très clair. Nous allons émettre un mandat d'arrêt aujourd'hui. Mes parents ont également déposé une demande d'ordonnance d'éloignement d'urgence, qui a été accordée sur le champ, compte tenu des preuves de crimes financiers, et de l'escalade de la situation. Michael devait rester à au moins 150 mètres d'eux, et de leur domicile.
Michael a été arrêté 2 jours plus tard, dans un bar du centre-ville. Il utilisait la carte de crédit de maman pour payer des tournées à des inconnus, essayant de jouer au flambeur. Quand la police a débarqué, il a apparemment fait un scandale, clamant que c'était un malentendu, et que sa famille essayait de le piéger. Personne n'y a cru. Il m'a appelé de prison. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. La curiosité, peut-être. James, tu dois m'aider. C'est de la folie. Je suis ton frère. Michael, tu as commis une fraude contre nos parents. Tu les as volés. Tu as essayé d'accéder à leur compte bancaire. Tu pensais qu'il se passerait quoi? Ce n'est pas de la fraude. Je suis leur fils. J'ai droit, tu n'as droit à rien du tout. Tu as 33 ans. Tu as passé toute ta vie d'adulte à prendre aux autres. C'est fini. Tout ça, c'est de ta faute. Il s'est mis à hurler. Si tu m'avais juste laissé rester chez toi, rien de tout ça ne serait arrivé. Non, Michael. Si tu n'avais pas essayé de me voler ma maison, tu ne serais pas passé à l'étape suivante, en volant papa et maman. Tu es le seul responsable. Il a raccroché. Michael a passé une semaine en prison, avant de payer sa caution. L'argent ne venait pas de nos parents, mais d'une petite amie rencontrée sur Internet, à qui il mentait sur sa vie. Elle a versé les 5 000 €, croyant qu'il était un entrepreneur à succès accusé à tort. Cette relation a duré exactement le temps qu'il a fallu à la fille pour taper son nom sur Google, et découvrir son casier judiciaire. La procédure légale a avancé étonnamment vite. Face à des preuves accablantes, et à la possibilité de charges fédérales pour usurpation d'identité, l'avocat commis d'office de Michael lui a conseillé d'accepter un accord de plaidoyer. Il a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude grave, felony, et d'un chef de vol mineur. Sa condamnation, 2 ans de mise à l'épreuve, thérapie obligatoire, restitution de 1 200 € à nos parents, et 200 heures de travaux d'intérêt général. Mais voici la belle ironie de l'histoire. Comme condition de sa mise à l'épreuve, il doit maintenir un emploi et un logement stable. Pas de nuit sur le canapé des autres, pas de séjour temporaire chez la famille ou des amis. Il doit fournir à son agent de probation la preuve d'un bail, et ses fiches de paie, chaque mois. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Michael doit être véritablement autonome. Aux dernières nouvelles, il travaille dans un entrepôt, et vit dans un studio à la périphérie de la ville. Il n'a pas le droit de me contacter, ni de parler à nos parents. Ses réseaux sociaux sont inactifs. Les membres de la famille, qui avaient l'habitude de s'apitoyer sur son sort, se servent maintenant de lui comme un contre-exemple pour leurs propres enfants, pour illustrer ce qui arrive quand on refuse de grandir. Mes parents vivent toujours avec moi, bien qu'ils cherchent maintenant un appartement plus petit. Ils ont mis leur maison en vente, trop de mauvais souvenirs, et de toute façon, ils voulaient réduire la taille de leur logement. Notre relation s'est considérablement améliorée. Maman s'est excusée d'avoir cautionné le comportement de Michael pendant des années, et d'avoir attendu de moi que je l'accepte sans rien dire. Nous avons échoué avec vous deux, a-t-elle dit la semaine dernière pendant le dîner. Nous avons échoué avec Michael, en ne le laissant jamais affronter les conséquences. Et nous avons échoué avec toi, en te faisant croire que son comportement était normal. Papa a commencé une thérapie, pour gérer sa culpabilité et sa colère. Il m'a raconté hier que le thérapeute l'avait aidé à réaliser qu'aider quelqu'un à éviter les conséquences, ce n'est pas de l'amour. C'est du sabotage, déguisé en soutien. La famille élargie s'est montrée étonnamment solidaire. Tante Linda m'a rendu visite le mois dernier, et m'a remercié d'avoir été celui qui a finalement tenu tête à Michael. Tu n'as pas seulement protégé ta maison, a-t-elle dit. Tu as brisé le cycle. Même d'anciens amis de Michael m'ont contacté pour me remercier. Brandon a lancé une conversation de groupe pour les personnes que Michael avait escroquées au fil des ans. Au dernier compte, il y avait 15 membres, pour un montant total volé s'élevant à plus de 20 000 €. Ils envisagent une action au civil, bien que la plupart veuillent simplement tourner la page. Quant à mon sous-sol, j'ai de nouveaux locataires qui emménagent la semaine prochaine, un couple de retraités, qui adorent ce quartier tranquille. Ils paient 850 € par mois, et ont déjà signé un bail de 2 ans. La vérification de leurs antécédents était impeccable, leurs références élogieuses, et ils n'ont pas mentionné une seule fois les droits de squatteurs. J'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai appris que les liens du sang ne signifient pas qu'il faille accepter les abus. Que soutenir aveuglément quelqu'un, ce n'est pas l'aider. Que parfois,
la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour autrui, c'est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Mais par-dessus tout, j'ai appris que se défendre soi-même n'a rien de cruel ni de sans cœur. C'est une nécessité. Michael a passé 33 ans à croire qu'il pouvait se frayer un chemin dans la vie par la manipulation, parce que personne ne lui disait jamais non. Eh bien, j'ai dit non. Le tribunal a dit non. Et finalement, même nos parents ont dit non. À ceux qui font face à des situations similaires, voici mon conseil. Documentez absolument tout. Utilisez les voies légales. Ne laissez pas la culpabilité prendre le pas sur vos droits. Et souvenez-vous, les membres de votre famille qui vous aiment vraiment n'essaieront pas de vous voler, de vous manipuler, ni de considérer vos biens, durement gagnés, comme leur filet de sécurité personnelle. L'histoire de Michael n'est pas terminée. Il a 2 ans de mise à l'épreuve à purger, et connaissant le personnage, il finira probablement par enfreindre les règles d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus le problème de mes parents. C'est son problème, comme cela aurait toujours dû l'être. Ma maison est paisible maintenant. Mes serrures s'ouvrent avec mes clés. Mon sous-sol génère des revenus, au lieu de drame. Et quelque part, de l'autre côté de la ville, mon frère apprend enfin ce que le reste d'entre nous a compris il y a des années. Qu'être un adulte signifie subvenir à ses propres besoins, respecter la loi, et accepter que personne ne vous doive quoi que ce soit, juste pour le fait d'exister. La famille est de la famille, répétait maman. Mais la famille ne veut pas dire être une victime. Parfois, la chose la plus utile que l'on puisse faire, c'est de montrer à quelqu'un que ses actions ont des conséquences. Même si, et surtout s'ils sont de la famille, votre tranquillité d'esprit vaut bien plus que toute l'approbation familiale du monde. Alors dites-moi, avez-vous déjà été confronté à une situation de ce genre avec votre famille? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je veux vraiment connaître vos avis, en bas, dans les commentaires.